Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Merci de nous rejoindre dans votre rendez-vous d'information sans transition. Vous êtes à l'écoute des programmes de Radio Orient et ce soir, gros plan sur la crise et ses conséquences sur le monde du travail, entreprises et travailleurs. Alors comment protéger justement les travailleurs des effets de la crise? Comment préserver l'outil de travail? Quelles sont les digues, oui, les digues à mettre en place pour éviter la faillite de nos entreprises et leur décrochage de la compétitivité mondiale? Décryptage avec nos invités sur le plateau. Je reçois ce soir un habitué de Radio Orient, Mohamed Oussedik, qui est secrétaire confédéral à la CGT. Bonsoir. Bonsoir. À ses côtés, Guillaume Cayrou, qui est PDG du groupe Didaxi, qui est président du club des entrepreneurs et membre de Croissance Plus au budget 2013. Bonsoir. À vos côtés, bien entendu, pour être au complet, on n'a pas oublié, bien sûr, le MNMCP que nous recevons régulièrement. C'est le mouvement national des chômeurs et précaires. Et c'est M. Jean-François Youn qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, amis auditeurs, vous connaissez le principe de l'émission. Si vous souhaitez plus d'informations, invitez-vous dans le débat au 08 92 23 34 00. Et tout à l'heure, par téléphone, nous aurons Isabelle Guérif, qui est la conseillère et la responsable de la communication au CIDJ, qui doit nous présenter la semaine de l'insertion professionnelle qui s'ouvre demain donc au CIDJ Paris. Alors, je le disais, bien sûr, on va rajouter la crise. On va parler de la crise, mais en même temps, on va essayer, bien sûr, de donner des clés et peut-être des informations, parce qu'il y a des informations assez positives qui tombent aujourd'hui. Par exemple, la SNCF qui va embaucher 40 000 personnes d'ici 2017. Mohamed Oussedik, vous me disiez tout à l'heure, tant mieux, heureusement que les entreprises publiques existent. Absolument, mais plus globalement, je crois que ces chiffres-là sont... D'abord, c'est plutôt une bonne nouvelle. À chaque fois qu'on annonce des emplois créés, c'est toujours une bonne nouvelle. Après la Poste qui a annoncé plusieurs dizaines de milliers d'emplois à recruter. Ceci étant, il faut relativiser quand même ces chiffres, puisque aussi bien la SNCF que la Poste, je rajoute pas les autres entreprises publiques, ont supprimé énormément d'emplois. Par exemple, il y avait un solde net à la Poste de moins 10 000 emplois par an. Quand on y ajoute les nombreux précaires, je pense que c'est une mesure, ce sont des mesures qui vont dans le bon sens. Oui. Simplement, il faut... salutaire quand même par rapport à la période actuelle. C'est plutôt des bonnes nouvelles. Hein. Je ne reviens pas sur... 40 000 personnes, ça concerne bien sûr de nombreux départs à la retraite. En même temps, il y a eu énormément de salariés qui sont partis en retraite, qui n'ont pas été remplacés dans les entreprises publiques, dans la fonction publique également. Et on demande par exemple, aussi bien dans la fonction publique que dans les entreprises publiques, l'arrêt de la RGPP, qui a été une vision complètement comptable de la situation dans la fonction publique et à l'égard notamment des besoins dans les services publics. Et il faudrait effectivement aller beaucoup plus loin que ces mesures qui ont été annoncées. Alors, et notamment sur le volet précarité, où le gouvernement d'ailleurs a annoncé des intentions assez fortes pour résorber la précarité. Et nous, on demande que ce sujet-là figure bien sûr au menu des négociations. On va y revenir effectivement, 40 000 emplois d'ici 2017 pour faire face donc à de nombreux départs à la retraite. Et parmi ces 40 000 emplois, il y a 500 emplois jeunes dans le cadre des emplois d'avenir. On va y revenir pendant toute cette émission. Tout à l'heure on disait le secteur public recrute. Comment se porte le secteur privé? On vous entend effectivement trop pleurnicher, j'ai envie de dire. Déjà, moi... En tant que moi je suis un entrepreneur, c'est-à-dire que ce qu'il faut pas oublier, c'est que en France on manque finalement d'entrepreneurs, on manque de créateurs, et c'est vrai que les messages que moi j'ai envie de donner en tout cas aux Français qui veulent entreprendre, les sondages sont quand même assez comment dirais-je, déconcertants, puisqu'on a quand même grosso modo de un Français sur deux à un Français sur trois qui a envie d'entreprendre. Oui.
Mais c'est vrai que la réalité, elle est tout autre. Et c'est vrai que le contexte de la crise fait peur. On a des jeunes qui, aujourd'hui, ont du mal à trouver un emploi. On a des seniors également qui ont la même problématique. Et moi, j'aurais envie de donner plutôt un message optimiste en disant que, tout comme moi, quand j'ai créé mon entreprise il y a 8 ans, qu'il existe des solutions, qu'elles sont sous nos yeux. Après, il est clair qu'il faut être accompagné, il ne faut pas le faire seul, il faut savoir s'entourer. Mais le message positif et qui coûte 0 € de dépenses publiques, c'est pourquoi pas se tester dans sa capacité à créer une entreprise, à entreprendre. Et vous êtes justement à la tête d'un groupe qui s'appelle Didaxi, c'est bien ça, qui regroupe des sociétés leaders du conseil en prestations intellectuelles de très haut niveau. Et justement, vous figurez parmi les 150 PME les plus performantes de France. Ça veut dire qu'il y a encore des entreprises très performantes en France. Et vous tirez la sonnette d'alarme parce que vous semblez dire que, attention, on peut effectivement assister à un décrochage de la compétitivité mondiale. Le décrochage... c'est ce qu'on vit actuellement. Oui. Il faut voir la réalité en face. Maintenant, encore une fois, il existe des solutions. C'est vrai que avec un certain nombre de personnes qui m'ont aidé dans l'entreprise que j'ai montée, on a pu exploiter un certain nombre de filières et de niches dans lesquelles on peut créer de l'emploi. Et aujourd'hui, le message que je lance, c'est de pouvoir qu'il y a des possibilités de création d'emplois, bien sûr, que c'est pas tous les patrons qui vont suivre la voie de Bernard Arnault. Vous n'allez pas tous devenir des Belges, en tout cas. Je pourrais donner un exemple. Je suis administrateur d'un syndicat de l'ingénierie qui est la Chambre des ingénieurs Conseil de France. Et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on manque, par exemple, en France, de 200 000 développeurs informatiques. C'est un exemple, c'est-à-dire que il y a tout un tas de des métiers où il y a de filières dans lesquelles on manque cruellement des métiers de tension où on manque cruellement et pour rappeler simplement le développeur informatique, c'est pas un ingénieur informatique. C'est quelqu'un qui a une formation professionnelle, qui est capable de développer par exemple des sites web, de développer des applications informatiques. Donc ce serait presque à la portée de tout un chacun qui est passionné quand même par les nouvelles technologies, qui se dit que peut-être l'avenir est peut-être dans l'informatique, par exemple. C'est un des exemples. Tout à l'heure, justement, on fera un petit tour du côté du CEDJ qui effectivement ouvre une grande semaine d'insertion professionnelle où visiblement il y a des milliers d'emplois dans certains secteurs où il y a effectivement tension. La voix des chômeurs est précaire, effectivement, pour nous, elle compte énormément parce que je pense qu'ils sont nombreux. On assiste à une avalanche de plans sociaux. Jean-François Yang, justement, est-ce que vous êtes très sollicité plus qu'avant? Quels sont les signes que vous avez? Oui, effectivement, la période, on retrouve en fait une période de niveau de chômage comme il y a pratiquement 15 ans, on va même probablement la dépasser. Et donc, au niveau de notre mouvement actuellement, il y a effectivement des signes d'organisation de chômeurs et précaires plus offensifs qu'avant. Oui, c'est ça. On a des contacts à Thionville, au Creusot, à Grenoble, et effectivement les choses bougent au niveau de l'organisation des chômeurs. Alors évidemment c'est pas tout parce que on est loin de l'emploi, mais c'est vrai que la vision que vient de décrire monsieur Guillaume Quérou, oui c'est ça, et pour nous, si vous voulez, en fait quelque chose qui est amené en fait à être questionné parce que ça fait effectivement 30-40 ans que le chômage existe, et inévitablement la logique du système actuel ne peut pas ne pas être questionnée parce qu'effectivement c'est sans cesse effectivement un système qui doit être de plus en plus compétitif. Mais on a vu qu'à la conférence sociale, vous
n'avez pas été associé au Conseil économique et social. Parce que on vous a souvent reproché le manque d'organisation et donc du coup vous n'étiez pas à la même table. Est-ce que justement pour les prochaines, vous êtes sollicité, on va vous impliquer dans les débats? Oui, non, on sait qu'il y a effectivement une section chômeurs à la CGT et on n'a pas vu effectivement la présence de MNFCP et puis la CGT n'a pas frappé très fort pour justement imposer ces chômeurs à la même table. Je crois que d'abord, nous, on n'a pas vocation à imposer une organisation plus qu'une autre. Notre volonté, c'est par contre que au cœur de la conférence sociale se situent les questions les sujets emploi, le traitement évidemment de l'accompagnement entre guillemets de la situation des millions de salariés dont nous on dit qu'ils sont privés d'emploi parce que c'est plus une contrainte qu'ils subissent plus qu'une volonté malheureusement et je crois que ce qu'il faut retenir un peu de cette conférence sociale, c'est qu'elle a donné le ton après une volonté du pays de changer de politique et d'avoir effectivement une politique qui soit beaucoup plus juste, beaucoup plus sociale et évidemment la CGT avait porté un jugement extrêmement critique et c'était tout à fait normal vis-à-vis des politiques qui ont été engagés jusqu'à présent et notamment par Nicolas Sarkozy. Et ce qu'il faut retenir de cette conférence sociale, c'est que, en tout cas, c'est ce qu'a souhaité porter la CGT, c'est de dire il faut rompre avec ces logiques-là. Il faut une vraie rupture, et notamment en mettant en place des mesures d'urgence. Et parmi les mesures d'urgence, il fallait vraiment, après le diagnostic qu'on a fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les questions de relance de la consommation sont assez cruciales pour un certain nombre de secteurs d'activité et évidemment pour la population. Et c'est 50% de la consommation, c'est 50% de la croissance dans ce pays. Est-ce qu'on va se contenter de mesurettes ou est-ce qu'on va faire vraiment ce qu'il faut pour que le pouvoir d'achat, les salaires soient au cœur des discussions et aboutissent? Parce que c'est ça la question cruciale. On a par exemple la question de l'égalité professionnelle. Oui. Il y a eu des plans d'action, il y a eu des incitations, il y a eu des négociations. Tout cela n'a pas abouti aujourd'hui. Aujourd'hui, concrètement, il y a toujours un écart entre le salaire d'une femme et celui d'un homme qui est de l'ordre de 25%. Eh bien ça, nous disons qu'à un moment donné, il faut légiférer, il faut qu'il y ait une loi contraignante là-dessus pour que les entreprises aille vers ces situations d'équilibre en matière d'égalité salariale. J'ai envie de vous dire comment limiter la casse. Mamadou se dit qu'aujourd'hui on assiste à une avalanche, je le disais tout à l'heure, de plans sociaux. Comment justement limiter la casse? 4 mois après son élection, on sait que votre organisation a appelé à voter, pas pratiquement, mais a appelé à voter pour François Hollande. Pas tout à fait. Après son élection, les sondages, il faut le dire, sont en berne, et malgré les récentes déclarations faites par François Hollande, en essayant justement de décrire et de définir le cap. On l'a entendu effectivement dans son allocution sur TF1 parler d'agenda de redressement. Il s'est fixé 2 ans, il a annoncé un certain nombre de mesures concernant la bataille contre le chômage. Justement, est-ce que les mesures qui ont été annoncées sont à la hauteur de la crise, Monsieur Guillaume Queiro? Déjà, je voudrais dire que globalement, on va tous dans le même sens. J'espère en tout cas, dans le sens en tout cas de la croissance des entreprises, dans le sens de la compétitivité de notre pays, dans le sens de l'emploi de nos salariés, qu'on ait de moins en moins effectivement de personnes en recherche d'emploi. Et que moi c'est vrai que j'essaye de ne pas opposer en fait les entreprises, les salariés à travers leurs représentants, et je crois qu'il faut peut-être approcher le dialogue social différemment. Je suis assez d'accord avec ce qui s'est dit juste avant. Mais ça a été inauguré justement avec la conférence sociale. À un moment donné, c'est vrai, le législateur ne peut pas tout faire sur notamment la question, la parité homme-femme, etc. C'est sûr que l'entreprise idéale, le cadre de travail idéal pourrait être davantage paritaire. En tout cas sur la mixité homme-femme. Après, je pense que les entreprises, si on peut prendre cet exemple, oui. Les entreprises ont un cadre législatif déjà suffisamment contraignant
pour ne pas en rajouter une couche. C'est vrai que gérer une entreprise, moi je suis un entrepreneur et je m'aperçois que avec toutes les bonnes idées que je peux avoir, malheureusement je suis pris par le carcan juridico-fiscal qui empêche les entreprises aujourd'hui de grandir, qui empêche les entreprises d'avancer. Je voudrais simplement rappeler que le club des entrepreneurs, c'est un club de gens comme vous et moi. Hein. Les entreprises dont on parle sont des entreprises qui ont moins de 20 salariés. 97% des entreprises françaises, parce qu'on parle souvent dans l'actualité récente des entreprises du CAC 40 qui font des plans sociaux sur des échelles qui ne sont pas tenables. Mais en même temps, la PMI-PME, c'est un véritable vivier. C'est là où c'est le vivier de croissance. C'est le vivier de la croissance. Oui. C'est le vivier des emplois de demain. Et c'est vrai si on doit redessiner peut-être l'emploi de demain, c'est peut-être, comment dirais-je, se tourner davantage vers ces petites entreprises. Guillaume Quérault, dites-nous quelles sont vos réserves concrètement par rapport à ce qui a été annoncé par... Non, moi je me suis félicité d'un certain nombre de mesures, notamment... même si certaines vont alourdir encore plus la dépense publique, mais comment ne pas être optimiste face, notamment dans les 150 000 emplois d'avenir, face à 150 000 familles qui sont en souffrance. On ne peut qu'acquiescer à ce type de démarche, mais à un moment donné, il faudra créer un emploi pérenne. Donc faire en sorte que ces emplois d'avenir puissent être pérennes, qu'ils puissent être autonomes. Pour vous, ce sont des mesures, quand vous dites on n'est pas dans les emplois pérennes, moi, ce qui m'inquiète davantage, en fait, c'est les finances de la France. On est au pied du mur, et quand on parle de choc de compétitivité, il est clair que on est en train de se mettre encore une fois à mon niveau d'entrepreneur. Moi, je dirige pas une grande entreprise, je dirige une PME. Et c'est vrai que se mettre en permanence des bâtons dans les roues pour avancer, pour tirer notre économie vers le haut, alors qu'il y a des mesures assez simples. Alors justement, vous tirez la scène de notre d'Alain, on va revenir sur ça, sur le budget de 2013. Vous dites effectivement c'est un budget qui crée la récession. Alors on va quand même une petite note positive, je vous le disais, après la CSF qui a annoncé 40 000 d'embauches, 40 000 personnes, donc d'ici 2017. Je vous le disais, du côté du CEDJ, on va voir comment ça se présente, comment la semaine d'insertion professionnelle se présente. Nous avons justement au bout du fil Isabelle Guérive, qui est donc la responsable de la communication. Le CDJ, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Centre d'information et de documentation jeunesse. Donc, semaine de l'insertion professionnelle avec bien sûr des milliers d'emplois, vous dites, Isabelle Guérive? Oui. C'est une bonne nouvelle, malgré la crise, il y a des entreprises qui recrutent et des entreprises de tout secteur, et il y a parfois un petit peu un malentendu entre des jeunes qui cherchent et des entreprises qui ont du mal à recruter. Voilà, donc c'est un peu l'objet de ce forum, c'est de pouvoir réunir les jeunes qui cherchent et puis des entreprises qui ont du mal à recruter les jeunes. Pourquoi ont-elles du mal à recruter? Qui sont-elles justement? Qui sont-elles et pourquoi elles ont du mal à recruter justement? Eh bien, il y a des entreprises de services à la personne, des entreprises dans le secteur commercial, dans la distribution, dans aussi le déménagement. Vous voyez, donc des secteurs qui parfois peuvent avoir une mauvaise image, alors qu'en fait, il y a des emplois qui peuvent être tout à fait intéressants, techniques, avec des salaires tout à fait corrects. Alors juste un mot, Isabelle Guérive, vous nous entendez? Isabelle Guérive, donc la semaine d'insertion professionnelle s'ouvre demain et c'est jusqu'au 28, donc jusqu'à vendredi, avec bien sûr forum emploi pour les non-diplômés, c'est quand même important de le souligner, un forum de l'apprentissage, un forum jeunesse handicap, donc entreprise, et enfin vendredi un forum de la formation continue. J'ai cru savoir également que dans le cadre de ce programme, il y a également la présentation du dispositif d'emploi d'avenir. Alors qu'en est-il au juste? Oui, c'est la Directe Île-de-France qui gère les nouveaux contrats d'avenir et la Directe sera là au CEDJ le 25 septembre toute la journée pour présenter ces contrats. Donc une occasion à ne pas manquer pour pouvoir prendre connaissance de milliers d'offres d'emploi.
Alors, autre chose, vous disiez tout à l'heure, 45 entreprises et 40 écoles et organismes de formation seront donc présents sur grand rendez-vous. Et vous dites effectivement que souvent, il y a une absence, un déficit d'information. Il y a des secteurs qui continuent à recruter. Alors, juste sur cette question, Mohamed Oussedik, justement, comment expliquer justement qu'il y a des secteurs qui ont du mal à trouver des profils? On l'entendait avec Isabelle Guérif qui disait, il y a des malentendus, il y a une mauvaise circulation d'informations en fait. Bon, il n'y a pas que ça malheureusement. Il y a dans l'offre, il y a un vrai problème, par exemple sur les questions de mobilité. Hein. Il y a des offres qui sont incompatibles avec les lieux de résidence de certains salariés. Et c'est complètement compréhensible de voir qu'un salarié qui habite dans le sud, par exemple, il a une offre d'emploi dans l'est ou dans l'ouest, c'est un peu compliqué pour lui de s'organiser. La seconde chose, c'est qu'il y a un vrai problème de recrutement et de formation, et d'anticipation de la formation dans certains secteurs. Par exemple, le secteur du BTP doit aujourd'hui être en mesure d'anticiper les départs qui sont prévus depuis de nombreuses années, notamment dans le cadre de la retraite, des départs en retraite. On évalue, nous, par exemple, à 200 000 salariés le nombre de salariés dans les travaux publics, dans le BTP, rien que sur l'Île-de-France, qui devrait partir dans les 5 ans à venir. Donc, est-ce que le patronat du BTP fait suffisamment les efforts pour anticiper, ou est-ce que on doit, par exemple, regarder ce qu'on doit mettre en termes de négociation en place, notamment, par exemple, via une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, chose qui est tout à fait mise en place. Il n'y a pas de crise d'embauche en un mot, vous êtes en train de dire ça. Non, il y a vraiment une crise de l'offre incontestable, puisque on a supprimé énormément d'emplois. Il y a eu, par exemple, des acteurs industriels de filières majeures qui, aujourd'hui, ont fait clairement le choix de la délocalisation de production. Je pense, par exemple, notamment à Renault et PSA. Singulièrement, lorsque Toyota fabrique des Yaris hybrides à Valenciennes et que Mercedes fabrique des Smart en France, on ne voit pas pourquoi Renault délocalise une grande partie de sa production à Tanger et en Roumanie et dans les pays de l'Est, sachant qu'une grande partie de leur marché se situe là. Donc il y a vraiment une crise, mais qui est due à la stratégie des grands acteurs. Je voudrais juste rebondir sur la question des PME, PMI. Aujourd'hui, le problème, c'est que la politique industrielle, la politique économique du pays repose essentiellement sur les grands groupes qui sont les donneurs d'ordre des filières et qui, de fait, ne laissent pas place aux PME, PMI pour se développer. Or, on a, nous, un certain nombre de préconisations, par exemple, justement, comment soutenir des PMI, PME en matière de financement, d'accès au financement. On avait proposé dans le cadre de la Banque publique d'investissement que les choix soient orientés, mais qu'il y ait une contractualisation. On ne peut pas aujourd'hui nous expliquer qu'il faudrait tout donner aux entreprises et que elles, en contrepartie, elle n'est pas un certain nombre de droits, mais aussi un certain nombre de devoirs. Or ça, les devoirs aujourd'hui sont mis de côté. Et j'entendais parler du carcan juridique et du carcan fiscal et de dépenses publiques. Il y a quand même dans ce pays 172 milliards de mesures fiscales dérogatoires et d'exonération de cotisations sociales, notamment sur les bas salaires, qui sont octroyées aux entreprises. Avec quel résultat? Eh bien, le résultat sur ces 30 dernières années, c'est non pas 3 millions de chômeurs, ça c'est la catégorie A, mais c'est autour de 6 millions de chômeurs ou de salariés en situation de très mauvais emploi. Alors, Mohamed Oussedik, qu'on est plus sous l'ère de Sarkozy. On entre dans une nouvelle ère. On avait pendant des années dit que Sarkozy aidait les plus riches, ses copains et ses amis les riches. On n'est plus dans cette logique. Aujourd'hui, justement, est-ce que, justement, les attentes sont tellement nombreuses que ça nous traduit une grande inquiétude et une impatience des Français? Jean-François Yann, vous voulez rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit, de 3 choses. La première, c'est que de toute façon, même s'il y a des emplois qui sont pas satisfaits actuellement, il ne faut pas laisser entendre pour autant qu'il y a suffisamment d'emplois pour tout le monde. Ça serait une aberration de dire ça. Je pense aussi que tout le monde ne se transformera pas en entrepreneur du jour au lendemain.
Oui, et puis, je pense aussi qu'il y a des gens qui sont faits pour ça, d'autres sont pas spécialement faits pour ça. Il faut pas non plus se leurrer de ce côté-là. La réalité aujourd'hui pour des gens qui sont au chômage aussi, c'est l'accès à la formation. Alors, et on va revenir sur ce point combien important l'accès à la formation, parce que nous avons notre pause publicitaire et on retrouve nos invités Isabelle Guérive qui est toujours au bout du fil avec nous. À tout de suite. Retour sur le plateau de Sans Transition, deuxième et dernière partie avec nous ce soir Mohamed Oussadik, secrétaire confédéral de la CGT, Guillaume Caïrou, PDG du groupe Ditaxis, et puis enfin Jean-François Yonne qui est donc du mouvement national chômeurs et précaires. Bien sûr le sujet vous l'avez compris, il s'agit de mettre un gros plan aujourd'hui sur les conséquences de la crise sur le monde du travail et les entreprises. Bien entendu avec nous tout à l'heure au téléphone Isabelle Guérive qui nous a lancé effectivement l'ouverture du forum, de la semaine plutôt d'insertion professionnelle, avec bien sûr des milliers d'offres d'emploi et de formation. Jean-François Yonne, je vous avais interrompu pendant la pause publicitaire parce que vous étiez en train de dire formation. Et effectivement, lors de cette semaine, il y a un axe formation, il y a plusieurs écoles, 45 écoles qui seront justement présentes à ce rendez-vous. Oui, simplement, effectivement, au-delà des effets d'annonce de Sarkozy avant les élections, il y a de toute façon, effectivement, c'est la croix et la bannière pour les chômeurs pour suivre une formation qualifiante aujourd'hui. Donc, il y a un effort considérable à faire sur cet angle-là, et pas que des formations tremplins ou qui mènent effectivement qui mènent nulle part. Il faut effectivement des formations qualifiantes, et ça c'est un vrai enjeu pour l'avenir. On va revenir avec vous avec vos préconisations, parce que effectivement la voix du MNSCP on les entend pas suffisamment à travers des communiqués, mais pas dans les grands rendez-vous, puisque visiblement on vous boude. Avec nous Isabelle Guérive toujours justement pour vous rappeler que dès demain au CDJ s'ouvre donc une semaine de l'insertion professionnelle avec 45 entreprises présentes. C'est bien ça Isabelle Guérive? Oui. Alors est-ce qu'on peut annoncer quelques-unes? Est-ce qu'il y en a de grandes entreprises qui seront présentes? Lesquelles? Alors, c'est en particulier au Forum de l'emploi sans diplôme. C'est un forum qui s'adresse aux jeunes qui sont peu qualifiés. Et il y aura des entreprises. En fait, le but de ce forum pour les jeunes peu qualifiés, c'est de proposer trois axes. Oui. L'axe des entreprises qui recrutent pas forcément sur diplôme, mais sur test ou sur habileté. Et parmi ces entreprises, il y a des grandes entreprises comme la RATP, la SNCF, Huis-Clos, Bio-C'est-Bon, Auchan, Altidom, donc des entreprises vraiment tout secteur, comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup dans la distribution, les services à la personne et des services publics aussi. Le deuxième acte de cette journée, c'est de présenter aussi l'apprentissage. Oui. Donc il y aura des écoles et des organismes qui sont là pour favoriser le recrutement par le biais de l'apprentissage. Je crois savoir qu'il y a 2000 places disponibles en Ile-de-France pour les inscriptions immédiates en CFA. Est-ce que vous confirmez cette information? Cette information, elle concerne le forum du 26 septembre, oui. Où cette fois, ce seront des CFA qui seront présents et qui ont de nombreuses places disponibles, et également les jeunes pourront consulter et même repartir avec la liste de toutes les places encore disponibles dans les écoles en Ile-de-France. Alors pour des masters dans des métiers variés, c'est bien ça Isabelle Guérive? Dans toute
tous les secteurs, et il y a même une école d'ingénieurs qui recrute de nombreux jeunes, donc même des étudiants maintenant peuvent tout à fait être formés en alternance, ce qui pour eux aboutit à avoir déjà une expérience tout à fait intéressante au moment de s'insérer dans le monde du travail. Alors, question pratique avant de vous libérer, Isabelle Guérif. On se présente avec un CV, normalement, au CDJ, donner l'adresse. Donc, il faut venir avec ses CV. Il n'y a pas d'inscription. C'est entrée libre. Voilà, c'est une entrée libre, voilà. Voilà. Et un petit mot sur la formation. Ce que disaient vos interlocuteurs tout à l'heure était très intéressant. Sur la formation continue, il y a beaucoup de possibilités, mais les choses ne sont pas toujours très faciles. Voilà pourquoi on a besoin de professionnels pour être aidés. Et c'est le but du CDJ et de nos partenaires. Et à cette journée formation continue qui aura lieu ce vendredi, eh bien, il y aura tous les réseaux de formation continue d'Île-de-France qui seront là pour aider tous les jeunes, qu'ils soient demandeurs d'emploi ou qu'ils soient jeunes diplômés, mais avec un diplôme un petit peu général, à trouver la formation professionnalisante et à s'y retrouver dans l'offre qui est nombreuse, mais qui n'est pas toujours facile d'accès. Et voilà pourquoi ces professionnels sont présents. C'est un rendez-vous à ne pas rater. À ne pas rater, une information capitale également, Isabelle Guérif. Juste souligner que ce forum est 100% accessible, bien sûr, pour trouver un emploi pour les handicapés. C'est quand même important de le rappeler. Là, vous faites allusion à notre forum de jeudi. Donc jeudi 27 septembre, c'est un forum de recrutement à l'attention des jeunes en toute situation de handicap, que ce soit un handicap sensorimoteur ou psychique ou même mental. Et il y aura 25 entreprises d'émissions handicap d'entreprises qui viennent vraiment recruter des jeunes. Il y aura également des entreprises adaptées et il y aura aussi un pôle insertion, découverte des métiers, puisque nous sommes là dans une offre globale d'information sur les formations, l'orientation et aussi sur la mise à disposition d'offres d'emploi, voire même l'aide à la recherche d'emploi. Voilà, offrez-vous une chance dès demain, toute la semaine, du 27 jusqu'au... Voilà, mais avec 4 forums qui s'adressent à des publics différents. Premier forum, donc ce mardi 25, pour les jeunes peu qualifiés. Deuxième forum, le 26 septembre, apprentissage. Troisième forum, jeudi 27 septembre, pour les jeunes en situation de handicap qui recherchent un emploi. Enfin, un forum de la formation continue. De la formation continue, pour tous ceux qui recherchent une offre de formation continue. C'est ici qu'il faut venir au CDJ, puisqu'on a tous les réseaux qui sont présents et qui vont pouvoir donner à chacun, près de chez eux, la formation qui leur convient. Tout est dit, Isabelle Guérif. On rappellera juste l'adresse, 101 quai Branly, c'est bien ça, le centre d'information documentation jeunesse. Voilà, au métro Birakem. Voilà. Merci Isabelle Guérif du CIDJ. On va revenir bien sûr sur le plateau. Quelques informations pratiques pour nos auditeurs qui nous écoutent, effectivement dans cette conjoncture aussi terne. De temps en temps, des informations utiles et pratiques, ça peut effectivement apporter du baume au cœur. En matière de formation, qu'est-ce que vous préconisez au niveau de la CGT? Alors nous, on a plusieurs propositions. D'abord, on était à l'origine de la proposition de formation tout au long de la vie, parce qu'on estime aujourd'hui, on estime nous aujourd'hui qu'un salarié qui entre, d'abord, il bénéficie d'un patrimoine entre guillemets déjà, puisqu'il est passé par l'éducation nationale, il a un certain nombre de connaissances, et donc ça, il faut que ce soit déjà validé. Ensuite, nous préconisons, nous, par exemple, le fait que les salariés qui perdent leur emploi à un moment donné puissent bénéficier de ce qu'on appelle nous la sécurité sociale professionnelle, c'est-à-dire le maintien à la fois de leur niveau de rémunération et évidemment une formation qui puisse leur faire déboucher sur un emploi. Ça, là, quand vous avez bien sûr des patrons qui respectent la réglementation en vigueur et les lois, mais vous avez également ce qu'on appelle les patrons voyous. Il faut savoir que les fonds de formation, ça fait sourire, les cotisations, lorsqu'un salarié aujourd'hui travaille, sur son bulletin de salaire, une partie va
va abonder les fonds de formation en termes de cotisation sociale. D'ailleurs, tout ce que certains appellent les charges sociales, en réalité, c'est du salaire différé, que ce soit pour la protection sociale, que ce soit pour la formation, que ce soit pour les questions d'allocation familiale, etc. Ça, en réalité, c'est du salaire différé, puisque c'est la partie que le salarié ne touche pas directement, mais qui abonde dans les caisses. Donc cette partie-là doit servir aux salariés, et elle sert de toute manière à l'économie et à l'intérêt général, puisqu'ils sont formés à des compétences nouvelles qui leur permettent d'avoir ensuite un emploi. Mais concrètement, plus globalement, Mohamed Ousdik, justement sur ce point, après je vous redonnerai la parole. Souvent, quand on perd son emploi, on est dans des situations de précarité, et puis bon, bien sûr, on est un peu déboussolé. François Yon le disait tout à l'heure. Vous pouvez également justement nous dire un mot, justement, comment préserver les droits des travailleurs dans ce genre de situation. François Yon de l'ACP. C'est en fait en favorisant l'organisation des gens qu'ils se retrouvent et effectivement dans le cadre de collectifs, d'associations qu'ils retrouvent pour un bon nombre aussi une dynamique de vie, parce que c'est la situation d'isolement pour un grand nombre, et le collectif en fait effectivement permet de travailler sur l'accès aux droits. Que ce soit l'accès au RSA, parce qu'il y a par exemple plein de gens qui effectivement n'accèdent pas à leurs droits pour le RSA, mais aussi pour la CMU, pour le logement. Enfin, c'est tout l'intérêt de la démarche collective. La formation continue, justement. Oui, bien sûr, sur la formation. Bien sûr, mais aussi c'est la question de la formation, c'est aussi en amont, c'est-à-dire que nous on se bat effectivement pour qu'il y ait des formations de qualité et qualifiantes. En même temps, effectivement, il faut que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit effectivement les organisations patronales, qu'il y ait effectivement une organisation qui soit faite pour qu'il y ait des formations accessibles pour les chômeurs et précaires de qualité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui bien souvent. Alors Guillaume Quéron, seul patron sur ce plateau, je vous voyais sourire lorsque j'ai parlé de patron voyou entre guillemets. Non, ça fait sourire. Il en existe, hein, ça c'est indéniable. Maintenant, c'est vrai que on a en France 3 millions 400 000 entreprises et donc chefs d'entreprise, et qu'on ne peut pas comparer la très grande majorité de tous ces chefs d'entreprise et entrepreneurs qui ont pris des risques à la quelques dizaines de personnes voyous qu'on peut pointer du doigt. Oui. Et c'est vrai que le discours, il faut faire attention dans le discours. C'est vrai que je pense que la clé de sortie de crise, c'est la PME, c'est l'entreprise. Il faut savoir que l'emploi passe par les entreprises. Le travail amène le travail. Plus une entreprise va être allégée d'un certain nombre de carcans, de contraintes, d'impôts, probablement, de cotisations sociales, tout ça on le sait, eh bien ça risque en tout cas de favoriser pour certaines entreprises de la croissance. Et encore une fois, c'est dans des petites et moyennes entreprises qu'on crée de l'emploi, qu'on va créer de la croissance. Il faut probablement effectivement avoir des dispositifs adaptés aux moyennes et grandes entreprises. Effectivement, on a deux catégories d'entreprises qui fonctionnent très distinctement. Et c'est vrai, quand on parle de formation professionnelle, il est clair que dans une entreprise dont la taille moyenne est de quelques salariés, à une entreprise où on a plusieurs milliers de salariés, il est clair que l'accès à la formation professionnelle n'est pas le même. Une entreprise, si on prend l'entreprise du coin, qui a un gérant et une assistante, il est clair que pour autant que ces salariés cotisent à la formation continue, mais lorsqu'ils revendiquent leurs droits, ils en profitent pas. Réellement. Est-ce qu'ils en profitent pas? Tout simplement parce que ils n'ont pas le temps. Enfin, quand on a parce que vous les libérez pas plutôt, voilà. Ben, c'est pas ça, c'est surtout qu'il n'y a pas de temps, mais so what? Sans une assistante, etc. Mais sans son assistante, le gérant d'une entreprise aura du mal je pense, à avancer. Après, ce que je voulais pointer du doigt, en fait, c'est simplement, en fait, les questions d'échelle qui font que, voilà. Maintenant, je suis tout à fait d'accord pour que les salariés soient formés tout au long de leur vie. On va dire, c'est quand même. Pour le principe, vous êtes d'accord, mais dans la pratique, c'est autre chose. C'est ce que vous semblez dire en tout cas. C'est la réalité des entreprises, des petites et moyennes entreprises qu'on vit au quotidien. Enfin, voilà.
Alors visiblement, on ne le dira jamais suffisamment, selon les indicateurs économiques qui sont pratiquement tous au rouge, la crise va s'aggraver. Comment éviter justement la suppression massive d'emplois réguliers? On a vu l'affaire de PSA Aulnay, le gouvernement avait, même François Hollande avait promis effectivement le gel du plan social, mais il n'en est pas question là, visiblement, puisque l'expert a dit que c'était un plan social qui était incontournable. Le budget 2013 prévoit une réduction de 20% des dépenses, donc des mesures drastiques, hein. Guillaume Queyrou, vous rejoignez en quelque sorte la réaction de la patronne du MEDEF, Laurence Parisot, lorsqu'elle dit qu'elle demande au gouvernement de tailler encore davantage dans les dépenses publiques. Qu'est-ce qu'il faut encore tailler au SDIC, Mohamed? Moi, je crois que ce qu'il faut, je crois que surtout, je pense qu'il faut ne pas prendre cet exemple-là parce que il y a aujourd'hui les contraintes budgétaires. On a des exemples dans d'autres pays. Oui. Où cette spirale de réduction des dépenses amène à la situation de la Grèce, elle amène à la situation de l'Espagne, du Portugal, etc. Si on veut que la France, et de ce point de vue, les chiffres qui sont mis sur la table aujourd'hui, ça n'est plus les prévisions du gouvernement. Le gouvernement table sur 0,8% de croissance l'année prochaine. On a des instituts de conjoncture qui disent que ça sera plutôt du 0,2%. Oui. Notre conviction à la CGT, c'est que si on poursuit dans cette lignée-là, on va aller sur une récession autour de moins 0,2%, ce qui est extrêmement grave. Sachant que on ne crée de l'emploi qu'à partir... On dit qu'on arrête de détruire de l'emploi à partir de 1,5, 1,6. Oui. En réalité, autour de 2%, on commence à recréer de l'emploi. Donc, il y a un vrai problème sur les mesures. Ce qu'on dit, c'est que lorsqu'on a une croissance qui repose pour 50% sur la consommation, on se tire une balle dans le pied lorsqu'on prend des mesures qui visent à réduire le pouvoir d'achat des gens, et de manière directe ou indirecte. Lorsque on parle de réduction des dépenses publiques, où va-t-on les faire, ces réductions de dépenses publiques? Moi, j'entendais parler de le secteur public, le secteur de la fonction publique. Ce sont des postes qui grèvent l'économie du pays. Le premier poste du PIB, aujourd'hui, le premier secteur économique du pays, ce sont les services non marchands. Ce sont les services, dont les services publics. Aujourd'hui, quand on tape sur la sécurité sociale, eh bien, on tape sur une partie de remboursement des médicaments, par exemple. Il faut le dire très clairement. Ou alors, on le fait supporter d'une autre manière, directe ou indirecte, aux citoyens, aux salariés, notamment via leur mutuelle qui augmente et des choses comme ça. Donc, il va falloir être très précis. Moi, je pense que il y a des mesures urgentes à prendre pour relancer le pouvoir d'achat. Oui. Et je disais par exemple un certain nombre de choses en matière d'égalité professionnelle, en matière notamment résorber la précarité il y a des secteurs où la précarité est extrêmement forte. Oui. Eh bien ces secteurs-là, il y a par exemple lorsque Nicolas Sarkozy avait décidé des mesures comme les heures supplémentaires défiscalisées, la baisse de la TVA dans la restauration, il y avait des mesures comme le crédit impôt recherche qui sont données un peu n'importe comment aux entreprises. Eh bien ces mesures-là, on dit nous, simplement, on a demandé au gouvernement, évaluons-les, mais évaluons-les très rapidement. Oui. Faisons par exemple une mission parlementaire qui dirait telle mesure de dérogatoire fiscale accordée aux entreprises, elle est efficace ou pas en termes de création d'emplois. Moi, je pense que dans le secteur de la restauration, il y a beaucoup de choses à dire, mais pas seulement. Il y a aussi à dire dans le secteur de l'industrie. Est-ce que, par exemple, des secteurs comme le secteur automobile, qui quand même a touché en 2008-2009 6 milliards de prêts pour les deux constructeurs, à taux quasiment zéro, le crédit impôt recherche, la prime à la casse, les heures supplémentaires défiscalisées, le chômage partiel. Que des bonus, est-ce que aujourd'hui on autorise un constructeur comme PSA simplement à dire non mais très bien. D'ailleurs le rapport Sartorius pointe la mauvaise stratégie d'investissement de PSA. Oui, mais il dit en même temps c'est un plan social inévitable aussi. Est-ce que l'État dit simplement ok, on est d'accord, hein? Et donc on va accompagner la situation des salariés et on va. Ou faut-il revoir la stratégie de gestion? Ou est-ce que l'État dit moi quand je donne de l'argent, bien sûr,
quand je donne de l'argent public, j'ai un droit de regard. C'est pas un droit de regard, j'ai un contrat avec vous. Oui. Et j'exige que les investissements, par exemple, on va donner une énième prime, là c'est une prime écologique, on va la donner à certains secteurs. Eh bien, moi, je dis que cet argent public doit aller à l'investissement, dans la recherche, dans l'innovation, dans la modernisation de l'outil de production, dans les conditions de travail, les salaires et l'emploi, parce qu'il y a eu énormément de précarité. Or, ça, le gouvernement, aujourd'hui, dit, moi, finalement, c'est tout ce que je peux faire. Eh bien, nous disons non. Vous pouvez, parce que d'ailleurs, les Français vous ont élus pour ça, pour que ça change. Ça, c'est la première des conditions. Vous êtes en train de dire, effectivement, que les mesures, le plan de redressement annoncé et présenté par François Hollande n'est pas du tout à la hauteur de l'ampleur de la crise. Nous pensons qu'il y a eu des propositions fortes pendant cette campagne. C'est pour ces propositions-là que les Français, les salariés ont voté. Et que la CGT aussi a appelé à voter également. Il faut les mettre en œuvre. Bien sûr, nous n'avons pas appelé à voter François Hollande, nous avons appelé à ne pas voter pour l'ancienne politique qui était pratiquée. Voilà. Donc c'est pas tout à fait la même chose, puisqu'on l'a fait avant qu'il n'y ait que François Hollande comme candidat. Mais est-ce que ces mesures-là, par exemple, la loi sur les cessions de sites rentables, il y a aujourd'hui, par exemple, plusieurs entreprises, Fralib, pour citer Fralib, mais une entreprise qui s'appelle Continental Nutrition, où l'État a versé 19 millions d'euros, attendez, 19 millions d'euros d'argent public pour sauver l'entreprise. Je rappelle simplement qu'il y a certains secteurs ou certaines entreprises qui n'existeraient pas aujourd'hui si elles n'avaient pas reçu massivement de l'argent public. Alors, il y a 10 repreneurs. Il y a 10 repreneurs en face de cette entreprise. Le patron dit simplement, moi, j'ai reçu de l'argent public, très bien, merci l'État. Il y a 10 repreneurs, mais moi, je veux augmenter mes marges. Ces repreneurs-là, je n'en veux pas parce que ça serait des concurrents qui viendraient. Donc, contre la concurrence, libre et non faussée, chère à certaines entreprises, à certains entrepreneurs, eh bien, ils disent, non, nous, on ne vendra pas parce qu'on préfère fermer plutôt que de vendre. Eh bien, nous disons à Arnaud Montebourg et à François Hollande et Jean-Marc Ayrault, vous aviez promis une loi sur les cessions de sites rentables, il est temps de la mettre en œuvre. Alors vous dites également parmi les préconisations, Mamadou Sadiq, que par exemple quand il y a une entreprise qui est au bord de la faillite, que vous favorisez effectivement des repreneurs fiables et viables. Ça veut dire quoi un repreneur viable? Ça veut dire que lorsque le projet industriel, le projet d'investissement assure l'activité, assure un certain nombre d'emplois, puisse dire voilà sur le long terme, moi voilà quelle est ma vision stratégique, puisse partager ces informations à la fois avec les salariés et avec la puissance publique, que ce soit les collectivités territoriales ou l'État, eh bien pour nous ces projets sont viables et ils doivent être favorisés. C'est ça que ça veut dire. Aujourd'hui, on n'a pas légalement on n'a pas de droit d'intervention sur les choix stratégiques des entreprises. Si les salariés avaient eu leur mot à dire dans le conseil d'administration de Renault au moment où Renault reçoit 4 milliards la prime à la casse, eh bien à ce moment-là, peut-être que les salariés auraient dit cet argent-là, il faut qu'il aille à l'investissement sur les sites français, à la recherche, à l'innovation, à l'emploi et au salaire. Alors à vos côtés, un patron qui vous a écouté attentivement et qui vous disait justement on fait quoi finalement, Guillaume Caïro? On ne peut pas dire qu'on n'écoute pas les salariés sur le plateau en tout cas. Ouais. Le représentant du moins. Alors justement, vous avez pas mal parlé aussi. Comment éviter la casse selon vous? Qu'est-ce que vous préconisez? Comment éviter la casse, Guillaume Caïro? En tout cas, comment faire de nos entreprises aussi ce dont il s'agit, des entreprises qui puissent tirer notre économie vers le haut, qui puissent aussi motiver les salariés à travailler, à faire croître nos entreprises et en tout cas à essayer de tirer l'ensemble de notre modèle de protection sociale vers le haut, parce qu'on a parlé d'un certain nombre de choses, mais il est clair qu'il existe des solutions qui ne remettent pas en cause, bien évidemment, notre modèle de protection sociale français. Par contre, il faut trouver quand même des outils pour rendre
nos entreprises compétitives, parce que alors Croissance Plus, c'est quoi justement, puisque vous présidez ce club des entrepreneurs? Pas Croissance Plus, moi oui. je préside le club des entrepreneurs, je suis membre de Croissance Plus. Voilà. Et là, c'est quoi cette Croissance Plus pour 2013 justement? Non, oui. non. On n'est pas dans la Croissance Plus malheureusement. Non, dans la croissance effectivement. Pour l'instant, on est plutôt dans une période de récession qui s'annonce. Dans tous les cas, je pense pas que ce soit l'emploi public qui va malheureusement résoudre le problème. En tout cas, ce dont on manque, c'est de créateurs d'entreprises, d'entrepreneurs qui veuillent prendre des risques. Et c'est vrai qu'on comprend bien sur ce plateau que c'est pas quelque chose de simple de gérer une entreprise, de faire des choix, parce que quand ces choix sont bons, eh bien, on nous le dit pas. Par contre, quand ils sont mauvais, on est traîné sur la place publique. Voilà. Donc c'est ça qui est dommage, en France. Il y a un problème de culture d'entreprise qui est absolument qui est à un niveau... Alors, comment créer votre entreprise avec le statut d'auto-entrepreneur? En tout cas, c'est l'objet de l'émission de demain. Je vous l'annonce, amis auditeurs. Bien sûr, avec vous, 30 secondes, François Yon, quel conseil qu'on peut prodiguer aux chômeurs qui nous écoutent? Restez pas seuls, pas isolés, en tout cas. Je pense qu'une partie de la solution aux difficultés et aux problèmes, c'est effectivement la mobilisation des chômeurs et précaires. Je pense que quand ils seront un peu plus organisés, acteurs, il y aura une pression objective qui se fera sur les pouvoirs publics, les chefs d'entreprise, les organisations syndicales, et effectivement, les solutions se retrouveraient. Pour l'instant, ils sont trop silencieux. Effectivement, il faut qu'ils s'organisent plus qu'ils ne le font. On y travaille au niveau du MNCP. Alors, 30 secondes avec vous, Mohamed Oustik, parce qu'il y a une mobilisation qui est prévue le 9 octobre. Vous l'avez pas annulée? Non, au contraire, elle s'annonce de très bons auspices. Elle aura lieu à Paris, à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, Toulouse, Rennes, Épinal et un peu partout, parce qu'on estime qu'effectivement la question de l'emploi, c'est d'abord la question de l'avenir industriel dans ce pays, et une vraie politique industrielle, ça passe bien sûr par des choix qui sont radicalement opposés aux choix financiers qui ont été faits, au choix de politique industrielle tournée essentiellement vers les grands groupes, plutôt d'ailleurs vers les PME, PMI, et surtout à des choix qui donnent plus de droits aux salariés, des droits d'intervention sur les stratégies de leurs entreprises. Voilà, première mobilisation le 9 octobre, sous l'ère de Hollande. Merci Mohamed Oustik de la CGT, merci à vous Guillaume Queiro, et merci à vous Jean-François Yon. Et je vous informe que Carole Da Silva, qui préside l'association LAFIP, fête ses 10 ans, vient d'arriver, en retard bien sûr, mais on aura le plaisir de la recevoir, et c'est le 27 septembre prochain à l'UNESCO, faite en grande pompe, et l'association, c'est l'association pour l'intégration professionnelle qui fête ses 10 ans, voilà, qui a beaucoup fait pour les diplômés issus de la diversité. 10 ans déjà. Carole Da Silva, à très bientôt sur notre antenne. Merci à mes auditeurs. Le 18h vous est ce soir présenté par Dila Taibi. Excellente soirée.